heureux de vous retrouver pour décrypter les faits majeurs de l'actualité de la semaine finissante avec nos invités. Il pleut des cordes à Douala, il faut vraiment leur dire infiniment merci parce que depuis cette nuit, il tombe vraiment des cordes dans la capitale économique, comme nous le disons. Merci de regarder Retro Mag sur DBS. Les trois valeurs qui constituent des éléments essentiels de la démocratie sont la liberté, le respect des droits de l'homme et surtout la tenue d'élections honnêtes et périodiques. Nous parlons de démocratie dans ce magazine ce samedi parce que cette semaine, la communauté internationale a observé, ce 15 septembre pour être précis, la journée de la démocratie. L'occasion nous est donc donnée ce samedi de porter un regard sur la démocratie camerounaise, une démocratie effective selon le parti au pouvoir et les partis alliés, une démocratie inexistante au regard de certaines considérations selon l'opposition et la société civile. Au cours de ce programme magazine, nous allons relever ces petites entraves qui plombent la mise en œuvre d'une véritable démocratie au Cameroun. Des routes fortement dégradées, un incivisme criard des usagers, des tas d'ordures qui font désormais partie du décor de la principale ville économique du Cameroun. Douala, au fil des années, présente une image hideuse, il faut le dire ainsi, répugnante. Douala n'est plus que l'ombre d'une ville presque à l'abandon. L'autorité municipale semble dépassée par l'ampleur de la tâche et comme si ce tableau sombre n'était pas déjà suffisant, cette semaine encore, nous apprenions la découverte des déchets toxiques du côté de Logbesu. Nous en parlerons également au cours de cette édition de Retromac. A tout de suite pour la suite. Une fois de plus, merci de regarder Retromax. C'est Hervé Boulet qui me fait rire parce que tout simplement, il dit que c'est une sorte de pluie de sorcellerie. Nous sommes en pleine saison à Douala. Elimbi Lobé, bonjour. Vous êtes homme politique et merci vraiment de braver cette pluie. Et merci d'être là. Merci Hervé. Je salue vos téléspectateurs. Merci de me donner encore l'occasion d'attirer l'attention de nos compatriotes en ces moments que je considère comme critiques pour le pays. Parce que, comme je l'ai déjà dit ailleurs, et c'est d'ailleurs pourquoi je vous remercie de cette détermination à faire en sorte que l'année 2018 soit dans les esprits de façon permanente. Nous sommes à 13 mois des moments décisifs de la nation. Il n'est pas bon que les esprits s'égarent à se préoccuper des choses que je considère comme secondaires, comme les discussions sur le football. Et je pense que vous nous aidez. On veut normaliser le football, vous parlez que c'est secondaire, c'est aussi normal parce que ça peut créer, ça peut susciter ou même créer la guerre. Comme je parle, le football après tout est un jeu. Les élections ne sont pas un jeu. Donc je pense que nous sommes à un moment où, et je voudrais vous remercier et vous encourager, vous exhorter à faire en sorte que notre priorité au Cameroun maintenant ne soit plus les débats sur le bilan, que ce ne soit plus des débats sur la gouvernance, parce que les positions sont connues. Nous savons ceux qui pensent que le pays est mal gouverné parce que de toutes les façons, ils n'ont plus les moyens de penser autrement, mais qui pensent que malgré la mauvaise gouvernance, ils doivent rester à la conduite des affaires. Et ceux qui pensent que le pays est mal gouverné, parce que de toutes les façons, il y a un consensus national sur la qualité de la gouvernance. Même le chef de l'État sait maintenant que sa gouvernance a été un échec. Nous, on le sait depuis très longtemps. Nous l'avons dit, mais nous n'étions pas écoutés. Maintenant, la situation est telle que il n'y a plus de débat sur la qualité de la gouvernance. Le débat, c'est maintenant comment on fait pour corriger la situation politique du pays. Et j'invite tous ceux qui travaillent à former les esprits, à polariser l'opinion sur des questions de toutes sortes, fassent en sorte que nous ayons les élections de 2018 comme la priorité absolue. D'accord. Et dans ça, je termine, s'il te plaît.
C'est l'opposition qui est le problème. D'accord, on va en parler tout à l'heure. On va vous relancer tout à l'heure par rapport à votre initiative actuellement en cours. Et je vais vous demander justement où en sommes-nous avec cette initiative. Le temps de dire bonjour à Hervé Boulet. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir vous aussi accepté notre invitation. Hervé, vous êtes retourné au PURS, hein, il faut le dire comme ça. Pardon? Vous êtes retourné au PURS? Oui. Oui. Comment ça se passe? Ça va. Ça se passe très bien. D'ailleurs, aujourd'hui, nous avons une conférence de presse au siège. À Bonabéry? À Bonabéry, oui. Après cette conférence de presse, nous pensons que nous allons... Enfin, déjà, depuis près de 2 semaines, nous commençons à déballer. Les jalons par rapport aux prochaines échéances? Absolument, c'est notre priorité. Hein, pour tout... comment dire, patriotes, nous pensons que la priorité c'est 2018, même comme nous avons entendu par ailleurs qu'ils ont l'intention de vouloir anticiper une quelconque élection. Il n'y a pas de souci, nous sommes prêts. Je pense que tous les Camerounais en ont marre, même ceux qui sont en face, qui ne veulent pas accepter qu'ils ont échoué. Nous pensons que, comme tout système, hein, c'est-à-dire que celui au pouvoir arrivé à son terme, il ne peut plus se renouveler. Donc il est question de le renouveler, mais alors avec des nouvelles personnes. Donc nous pensons techniquement et sérieusement qu'il s'agit ici d'un choc générationnel qui doit s'opérer l'année prochaine, parce que nous avons l'obligation morale de réécrire l'histoire de notre pays, en ce sens que nous devons dire à nos enfants, voilà ce que nous avons fait pour que les choses aillent mieux. D'accord. Il faut rappeler que le PURS c'était bien à Ezeka. Effectivement, nous étions à Ezeka dans le cadre absolument dans le cadre de l'inauguration du monument de Oumyobé, parce que nous pensons que les valeurs que défendait Oumyobé sont des valeurs républicaines et régaliennes qui n'ont rien à voir avec ce que nous voyons aujourd'hui. Également ici, Rodrigue Tchokwa, directeur de publication du journal Paul Cré et Vision. Bonjour Rodrigue. Bonjour Hervé, bonjour au conseiller Elimbi Lobet, bonjour à Hervé Moulet. Et je dis également bonjour à nos chers téléspectateurs qui sont à la maison et qui regardent cette émission. C'est un réel plaisir pour moi de me retrouver une fois de plus sur ce plateau ce matin pour apporter tant soit peu notre modeste contribution à l'analyse, à décrypter l'actualité qui accourt en ce moment dans la semaine. Alors le président Paul Biya a quitté le Cameroun cette semaine pour New York, où il prendra la parole le 22 septembre prochain lors de la 72e Assemblée générale des Nations Unies. L'allocution du président de la République va tourner autour du thème « Priorité à l'être humain », priorité à l'être humain, paix et vie décente pour tous sur une planète préservée. Alors, Paul Biya aura-t-il là l'occasion un tout petit peu d'ébaucher la situation de son pays, sans doute? De parler de la partie de l'insécurité dans la partie septentrionale du Cameroun, et peut-être pas, pourquoi pas, saisir l'occasion pour parler aussi de la crise anglophone. C'est possible qu'il évoque ce sujet, ces deux sujets? Eh bien, il faut comprendre que les Nations Unies offrent l'occasion à notre président de la République de porter la voix du pays aux yeux du monde, de donner tant soit peu son regard, si jamais il lui est donné l'occasion de tenir la parole lors de ses assises. Mais malheureusement, non, il va l'avoir d'ailleurs. De toutes les façons, nous ne pensons pas que c'est aux Nations Unies que notre président sera résolu. C'est pas aux Nations Unies. Ça pourra quand même lui donner l'occasion de se justifier, d'expliquer sa Bien, politique. il va justifier cela à ses pairs du monde, mais ce n'est pas. Il va essayer de se justifier tout ce qu'il a pu entreprendre pour essayer de juguler la crise anglophone, mais ma foi, ça n'apportera pas grand-chose, puisque je pense quand même que les organisations internationales ont leurs émissaires ici au pays qui sont au fait des réalités qui se passent dans la zone anglophone. Et ce n'est pas sur la tribune des Nations Unies que notre président ira, je pense, que résoudre le problème. Disons que depuis que cette crise a commencé, il n'a pas pris la mesure, il n'a pas pris l'ampleur du problème. Et voilà qu'aujourd'hui, on a de la peine. On a de la peine à l'endiguer. Et puis, bon, voilà. Voilà, je disais encore tout à l'heure, avant de lancer le débat sur la démocratie, Elimbi Lobet, vous aviez, depuis quelque temps, vous êtes dans un élan
de sensibilisation de l'opposition. Vous appelez l'opposition à s'unir, à faire corps pour les prochaines échéances. Où en êtes-vous aujourd'hui? Vous êtes compris? Vous avez l'impression d'être compris là? Ou encore il y a des hésitations? Hervé Boulay à côté, il va peut-être voir dans quelle mesure il va rejoindre le mouvement. D'abord, ce n'est pas un mouvement, c'est une stratégie. Enfin, une stratégie, bon, ouais. C'est une stratégie. Il ne s'agit ni de supprimer les identités politiques. Au contraire, nous appelons les partis politiques à continuer à travailler, à continuer à essayer de s'implanter, etc. Parce qu'ils ne s'implantent pas à l'occasion simplement des élections de 2018. Même après ces élections, ils auront besoin de ce travail. Donc, qu'ils le fassent. Mais c'est une stratégie pour faire en sorte que nous puissions renverser le régime. Le régime, ce n'est pas simplement les élections présidentielles. Ce n'est pas seulement la présidence de la République. Le régime, c'est aussi l'Assemblée nationale. C'est aussi les conseils municipaux qui permettent de contrôler maintenant la première chambre du Parlement. Donc, le régime est multiforme. Il a plusieurs pieds. Et l'année 2018 a ceci de particulier qu'elle nous offre l'opportunité de frapper sur tous les pieds du régime. Parce que c'est la seule année depuis l'existence du Cameroun que toutes les élections structurantes se rencontrent. Je dis, et il faut que chacun de nos compatriotes ait cela à l'esprit. La prochaine année, qui sera comme 2018, c'est en 2032. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui risquent de ne plus être là. Donc, tous ceux qui ont eu à rêver, un temps soit peu dans leur vie, à contribuer ou de contribuer à la transformation politique du pays, la modification de l'ordre politique, ils ont cette année, ils ont l'année prochaine, la meilleure occasion pour le faire. Vous m'avez demandé si je suis écouté. Je vous répondrai en disant que je suis écouté. Je suis même très écouté. Mais les Camerounais ont leur nature. Vous savez, on dit aux gens de se vacciner contre la poliomyélite, personne ne se lève pour venir à l'hôpital. Il a fallu que l'Organisation mondiale de la santé appuie le gouvernement dans un effort spécial qui voudrait que les gens qui vaccinent viennent dans les maisons pour vacciner les personnes. Tout simplement parce que nous avons une société qui n'est pas crédule, qui ne croit pas, et ce n'est qu'à la dernière minute que très souvent les gens se mobilisent. C'est un phénomène qu'on voit lorsqu'il s'agit de faire les cartes nationales d'identité. C'est quand le délai veut expirer que tout le monde vient. On le voit encore avec les inscriptions sur les listes électorales. Donc, quand on connaît sa société, comme je crois être un enfant de cette société et qui a déjà 55 ans d'âge et qui est actif dans le champ politique depuis plus d'une quarantaine d'années. Parce que je considère que c'est en 1975 que j'ai commencé la politique. J'avais 10 ans, 13 ans. Mon père venait d'être arrêté. Très rapidement, hein, parce que... privé de la liberté de religion. Vous voyez. Donc, à partir de ce moment, j'ai commencé à me révolter des injustices. Pour dire que ma longue vie me donne aussi à savoir que notre peuple se mobilise lentement. Donc, il faut être persévérant. Mais dans cette persévérance, j'ai gardé au leader ce morceau choisi que j'ai tiré de Galate. Dès que vous lisez, on va passer à autre chose. On va parler de démocratie. J'ai gardé au président Frundi, au président Damjoya, au président Serge Espoir Matomba, au président Paul-Éric Kingé, aux indépendants, au président Kamto, à Cabral Libi et à tous les autres, ce morceau choisi tiré du livre de Galates, chapitre 5, versets 25 et 26. C'est court. L'apôtre Paul est en train de se soucier de l'unité de l'Église chrétienne. Il dit aux fidèles de Galates que si nous vivons par l'esprit, continuons à marcher aussi par l'esprit, de manière ordonnée. Et il ajoute, ne cherchons pas à nous mettre en avant, entrant en rivalité les uns avec les autres.
nous enviant les uns les autres. Et pourtant, avant, il avait déjà dit aux mêmes disciples que vous avez en effet été appelés pour la liberté, frères. Seulement, n'usez pas de cette liberté comme d'une occasion pour la chair, mais par amour, travaillez comme des esclaves, les uns pour les autres. Ok. Le jour où le président Frundi va travailler pour le président Damjoya, le jour où le président Damjoya va travailler pour le président Serge Espoir Matomba, le jour où Damjoya, Serge Espoir Matomba et les autres vont travailler pour Cabral Libi, le jour où Cabral Libi va travailler pour le président Frundi, pour Kamto et vice-versa, nous serons dans une logique qui va faire en sorte que pour pousser la voiture, depuis que vous vivez, monsieur Hervé, vous n'avez jamais vu les gens se mettre en sens contraire. Les uns devant, les autres derrière, les uns à côté, les uns à droite, les uns à gauche, et pousser la voiture pour dire qu'elle va avancer. Pour que la voiture qui ne marche pas avance, tous ceux qui veulent la pousser, l'expérience nous montre que s'ils ont choisi de la pousser par de devant, ils se mettent tous derrière. Les uns à côté des autres. Voilà, on va donc dire merci à vous. Vous allez encore reprendre la parole, hein, certainement dans vos explications tout à l'heure. Vous allez approfondir. Je leur ai regardé un dernier morceau. D'accord. Vous êtes devenu presque pasteur ce matin. Nous devons trouver la sagesse de partout où elle se trouve. D'accord. Merci également à Thierry Niopé qui a déjà fait son entrée ici, tout comme Jean-Marie Onambele qui lui également tous ont vraiment bravé la pluie de Douala pour répondre à notre invitation. Nous leur disons infiniment merci. Dans une interview accordée à un confrère de regrettée mémoire, Paul Biya affirmait que ce qu'il voudrait qu'on retienne de lui, c'est-à-dire après son passage à la magistrature suprême, c'est qu'il a apporté la démocratie au Cameroun, mais il faut dire que la démocratie de Paul Biya souffre de nombreuses curiosités et pratiques qui entravent la mise en œuvre tout simplement en place d'une vraie démocratie. Alors, je vais revenir à vous, hein, Elim Bilobert. Au regard des trois éléments que nous avons un tout petit peu énoncé un peu plus haut, c'est-à-dire la liberté, le respect des droits de l'homme. Vous qui avez une quarantaine, je vous pose la question en ouverture parce que vous venez de le dire, une quarantaine d'années n'est-ce pas, de bataille politique, n'est-ce pas, la tenue d'élections honnêtes et périodiques, ce sont là les éléments, c'est-à-dire la liberté, le respect des droits de l'homme, la tenue d'élections honnêtes et périodiques. Est-ce qu'on peut vraiment ou véritablement parler de démocratie au Cameroun? Non. Nous n'avons pas le droit de dire à nos compatriotes que notre organisation politique est bonne. Elle n'est pas bonne. Elle est en construction. Elle est le fruit d'une longue lutte qui n'a pas commencé aujourd'hui, qui a commencé avec la libération nationale dans les années 58 jusqu'à 60 et même après. Notre pays a souffert de 25 ans de totalitarisme politique sous le régime du président Ahidjo et d'une bonne 5 ou 10 ans après avec le RDPC. Il a fallu lutter durement. Les gens qui ont conduit cette lutte, beaucoup d'entre eux sont même encore vivants. D'autres qui nous ont précédés, qui ont donné naissance à la nation camerounaise, sont morts. Nous continuons leur lutte. Si nous continuons à lutter jusqu'aujourd'hui, c'est bien parce que les valeurs démocratiques sont piétinées. Il n'y a pas longtemps encore, quelques jours de cela, le président du Manidem veut inaugurer le siège de son parti et par des complicités de toutes sortes, la police est mise en œuvre. C'est passé mercredi dernier. Voilà, pour l'empêcher d'inaugurer le siège d'un parti. Bon, il n'est pas exclu de nombreux cas de piétinement des libertés. Nous venons d'assister à la plus grosse bêtise que le régime ait pu commettre. Il a arrêté des gens dans le cadre de la crise anglophone.
qu'il a dit être coupable d'un certain nombre de faits graves, répréhensibles par la loi. Et par la suite. Il les a traduits devant les tribunaux et le chef de l'État est parti empêcher les juges de faire leur travail. Comment vous dites ça? En interrompant les procédures d'accord. au nom d'une action politique qui aurait pu respecter l'un des principes démocratiques, l'indépendance de la justice, et de telle sorte que la justice termine son travail, condamne qui elle voudra bien condamner, libère ceux qu'elle voudra bien libérer, et que ceux qui sont donc condamnés, au nom de l'apaisement, bénéficient maintenant des actions politiques. Nous avons assisté à quelque chose d'extraordinaire, mais qui a été soutenu, demandé même, par l'opposition, qui se propose de faire venir un monde nouveau. D'accord. Nous craignons donc que de tels comportements ne rendent compte de ce que l'opposition n'est pas exemplaire. Mais la conclusion est que nous devons travailler pour la consolidation de la vie démocratique. Les élections libres et transparentes. Un bon code électoral bâti sur un consensus national, une constitution acceptée de tous, et ce n'est pas encore le cas. Hervé Boulet, il y a tout de même des avancées? Oh, si l'avancée, c'est la prononciation du mot démocratie, peut-être. Mais à la réalité, qu'est-ce que c'est que la démocratie? La démocratie, il faut partir du concept, c'est-à-dire que la démocratie, c'est cette faculté que l'être humain a à influencer le milieu dans lequel il vit positivement. C'est-à-dire que ce soit dans n'importe quel domaine, l'être humain doit apporter des idées qui permettent son mieux-être. Est-ce qu'il y a un mieux-être au Cameroun? Nous pouvons répondre à l'unanimité que non. On a mal dans la chair et dans la tête, à tous les niveaux. Observez une étude sociologique nous disait clairement que dans un pays, lorsque vous observez la floraison des églises de réveil, ça veut dire que la pauvreté atteint des cimes très graves. Ce n'est pas moi qui l'ai écrit, c'est un sociologue de renom. Je n'ai pas envie de citer son nom parce que ce n'est pas un Camerounais. Lorsque vous observez au niveau des marchés, vous observez par exemple au niveau de la discipline, vous observez par exemple les motos-taxis à Douala, c'est la catastrophe. Les valeurs ont foutu le camp. On ne peut pas aller plus bas que ça. C'est pour ça que chez nous, par exemple, nous avons un credo, c'est l'éducation. Tout passe par l'éducation, c'est la base. Un peuple qui est éduqué sait où il se dirige et sait ce qu'il veut pour lui-même. On ne peut pas se permettre aujourd'hui de parler de démocratie dans un pays où un seul individu détient tous les pouvoirs, jusqu'à ceux d'être même le premier footballeur ou le premier cycliste. On ne peut pas. Ce n'est pas une démocratie. On ne peut pas se permettre dans un pays de dire qu'il y a démocratie lorsqu'une seule personne détient le calendrier électoral. Qu'on soit en train de faire des supputations. Non, chez les autres, on sait que ça se passe comme ça, comme ça. On ne peut pas se permettre dans un pays que des individus se lèvent, revendiquent leurs droits, qu'on envoie l'armée sauter sur eux. On ne peut pas se permettre de mettre des gens en prison. Et un jour, parce qu'on a envoyé des délégations à gauche, à droite, on a été chassés. Oui, parce qu'il faut dire la vérité. Les délégations qui ont été envoyées en Belgique, au Canada, en Afrique du Sud, et j'en passe, ont reçu un non-retour. Le chef de l'État n'avait plus... Il ne pouvait plus faire autrement. Il s'est retrouvé face à une situation où il était dos au mur. D'autant que 2 semaines auparavant, les Nations Unies lui écrivaient clairement qu'il fallait qu'il libère Paul-Aya Biné. Alors qu'on vient nous dire que le chef d'État a été magnanime, non, il n'avait pas le choix. C'est la pression. Et comme chez nous au Cameroun, c'est lorsque une information vient de l'extérieur qu'elle a droit de citer, et lorsque les compatriotes décrivent certaines situations, c'est devenu les noms de fer. On peut citer par le cas de la crise anglophone, entre guillemets, on peut citer le cas de l'Africa Foot et plein d'autres cas où il a fallu que ce soit l'intervention extérieure qui pousse le chef de l'État à prendre certaines décisions. Et regardez même la manière dont il fait. On va revenir. Alors, parlons des curiosités. Thierry Niopé, bonjour. Déjà, il faut être poli parce qu'on ne s'est pas dit bonjour. Déjà, bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation malgré la pluie. Merci beaucoup. C'est vrai quand même qu'il a fallu braver la pluie pour être là. Pour être téméraire. C'est que nous y sommes. Je dis également bonjour aux téléspectateurs de DBS et surtout de Retromag. C'est un plaisir d'être là ce matin. Merci. Alors, parlons des curiosités. La démocratie au Cameroun, sous d'autres cieux, on est vraiment au courant de la date des différents scrutins au Cameroun. C'est le président de la République qu'on attend et il est jusqu'ici le maître du temps, comme on le dit toujours. Le calendrier électoral demeure jusqu'ici un véritable mystère.
Et ça fait partie des blocages, comme le relevait encore Hervé Boulet. Oui, M. Boulet l'a dit, M. Limbi Loubet l'a suffisamment souligné. Point besoin de revenir là-dessus. Il est quand même clair qu'il y a des curiosités quand on ausculte de manière assez synoptique la démocratie que j'appellerais à la camerounaise. Elle n'a rien à voir avec les canons de la démocratie telle que ça se pratique dans des pays où les choses ont suffisamment évolué. J'aime à le dire, le Cameroun est une république bananière, donc on ne saurait se comparer aux autres qui ont suffisamment évolué à ce niveau. Donc, pour ce qui est, par exemple, vous avez pris tout à l'heure un cas assez patent, le calendrier électoral. Il est su, il est connu de tous plusieurs années avant. Cela permet quand même... Sous d'autres cieux. Oui, bien sûr. Dans des pays où on parle véritablement de démocratie, des pays qui se respectent en matière de démocratie, il est su de tous, ce qui permet aux différentes sensibilités politiques de se préparer, de savoir exactement qu'est-ce qu'elles devraient faire pour telle échéance ou pour telle autre. C'est l'une quand même des curiosités. L'autre curiosité, M. Boulet l'a souligné tout à l'heure, c'est la concentration quand même des pouvoirs entre les mains d'un On en seul parlera individu. également. D'accord. Mais c'est assez curieux quand même parce que on aurait... Parce qu'au Cameroun, on dit une chose et on pratique une autre chose. On parle de séparation de pouvoir, mais quand on regarde dans la pratique, on se rend compte que la séparation de pouvoir n'est que dans les mots, mais dans la pratique, c'est tout autre chose. M. Limbi Loubet l'a souligné tout à l'heure, le chef de l'État a gracié des prisonniers, entre guillemets, parce qu'on ne saurait les terroristes. Prisonniers. Jusqu'ici, ces derniers n'ont pas des terroristes. Quand même. C'est ce qu'ils ont dit. Condamnés, ces derniers n'ont même pas réellement été jugés. Alors que le ministre Essou les a appelés terroristes. On arrive à un procès équitable où tous les éléments devraient être mis sur la table pour savoir si exactement tel ou tel. Mais est-ce qu'au nom de la paix, on ne devrait pas faire ce sacrifice-là? Pourquoi on devrait d'abord les arrêter pour les relaxer par la suite? Il fallait donc dans ce cas pas les arrêter parce qu'ils revendiquaient des choses légitimes. Quand Mancho BBC demande à ce que Bamenda ait des routes, demande à ce qu'il y ait de l'eau, demande à ce qu'il y ait des écoles dignes de ce nom, ce sont quand même des droits. De quand vous direz, on va parler de la vie de Douala. En réalité, ce sont des faits et bien d'autres qui démontrent quand même qu'on ne peut pas mettre en prison des gens qui revendiquent des choses élémentaires. Censées, enfin des choses élémentaires que l'État est censé apporter aux citoyens. Au quotidien. En réalité, il faut quand même qu'on travaille à ce niveau pour... La démocratie est déjà... Elle n'a pas fait rien. Il y a des choses qui ont été faites à ce niveau. Il y a des améliorations. Qui ont bagarré justement pour la liberté d'expression. Ce que nous sommes en train de faire ici, c'est un leurre. il y a une preuve que les choses ont quelque peu évolué. Depuis qu'on bavard, qu'est-ce qui a changé? Qui faisaient dans la presse écrite ont été censurés. Les journaux étaient publiés avec ces différentes censures. Tout le monde sait que l'actuel gouverneur de la région du centre, M. Nasri Paul Béa, était l'une de ces personnes qui étaient censées censurer ces journaux. Et ces journaux, je vous assure, étaient sûrement censurés. Il suffisait de dire un mot qui n'arrangeait pas celui qui censurait, et en fait le censeur, et que votre journal se retrouvait avec plein de ratures le lendemain en kiosque. Donc il y a des choses quand même qui ont évolué, il faut saluer. Pour cela, nos dévanciers tels que Henriette Tekoué, Maître Yondo Black, pourquoi pas Limbi Loubet, même devant vous là. Il y a notamment Anissé et Kane, ils sont nombreux. Notamment M. Limbi Loubet, tout le monde sait quand même qu'il a fait bouger des lignes sur le plan au niveau de l'opposition camerounaise. Parce qu'à un moment donné, il faut des gens qui disent des choses telles qu'ils les pensent. Des hommes courageux. D'accord. Alors, il y a Jean-Marie Nambélé qui n'était pas trop d'accord avec vous tout à l'heure, tout en l'invitant, le réalisateur de l'émission, de bien pouvoir préciser le nom, le synthé des panélistes. C'est souvent omis lors de cette émission. Jean-Marie Nambélé, réaction? Non, bonjour d'abord aux téléspectateurs. Je ne saurais m'excuser parce que je suis devenu un champion du retard apparemment dans ce programme. Mais je souhaite quand même qu'en tant que journaliste, il y a parfois des réflexes quand j'entends des choses. Parce qu'aujourd'hui, on a envie de... Moi, je suis d'abord de la force de gauche. Vraiment, M. Limbi Loubet, beaucoup qui me connaissent et qui me regardent savent que je suis de gauche. Et ça, je l'ai dit depuis. Même mon père était de gauche. Et toute ma famille... On est d'obédience de gauche. Mais quand on vient ici nous dit que M. Mancho BBC réclamait des routes à Bamenda, j'ai dit non. M. Mancho BBC a implanté un drapeau qui était autre que le vert ou jaune
national sur un territoire qui reste encore camerounais. Monsieur Manchoubi ici a dit à haute voix que les autres Camerounais qui sont du haut sont la République. Et il a dit en monde de vision, parce qu'il y a une chaîne française. Ce que vous savez pas, c'est que chaque fois qu'à un moment, les Européens, excusez-moi de dire ainsi, pensent qu'ils peuvent déstabiliser l'Afrique, dès qu'ils voient quelqu'un qui peut diviser, un discours qui divise, on va rapidement le filmer. J'ai la vidéo avec moi dans mon téléphone là, où il parle de la République. Il dit les vraies revendications de ce qu'il veut. Il parle encore de Southern Cameroun. Donc ce monsieur, pour l'intégrité de l'État, il fallait d'abord quand même qu'on puisse le mettre, et pour l'ordre public qu'on le mette. Là, moi, je n'aime pas souvent les pratiques du gouvernement et des forces de l'ordre, mais je pense qu'à ce niveau-là, on avait raison de mettre la main sur ce monsieur. Maintenant, on ne parle pas de magnanimité. Dans toutes les républiques du monde, même en France, qui est un exemple pour nous, le président de la République, le chef de l'État, peut décider de suspendre une affaire en instruction pour avoir une force de l'ordre. Maintenant, politiquement, vous les politiques qui aimez souvent donner trop de pouvoir à Paul Biya, laissez-moi vous le dire, ce sont les politiques et l'opposition camerounaise qui donnent beaucoup de pouvoir à ce monsieur, un pouvoir qu'il n'a même pas. Parce qu'une date d'élection est déjà connue à l'avance. Et quand vous venez sur les plateaux, dire qu'il peut manipuler comme il veut, vous jouez sur ce qu'on appelle le subtil et le subliminal dans la tête. Combien de fois on a anticipé les élections dans ce pays? Combien de fois on a anticipé les élections dans ce pays? Et ce qui fait qu'à un moment, le gars qui est au quartier, qui a-t-il qualité pour anticiper? Il va commencer à dire que vraiment Paul Biya a la lassitude. Le maître du temps. Le maître du temps. Et pourtant, il n'a jamais été maître du temps. Monsieur Limbi Lobe, qui connaît très bien les chiffres, il peut nous rappeler les différentes dates des autres élections. Ce principe, M. Nambélé. Monsieur Mbélé, c'est le principe. On a anticipé les élections combien de fois dans ce pays? Combien de fois on a anticipé les élections dans ce pays? Ne dites pas aux citoyens qui nous suivent, alors qu'on parle de démocratie. Et vous l'avez si bien dit, la démocratie, conceptuellement, c'est de faire participer le citoyen, pas dans un parti politique. Même dans son... Je n'ai pas dit que c'est dans un parti politique. Parce que vous, les partis politiques, parfois, vous voulez confisquer ce thème de démocratie. Vous voulez parfois penser qu'il faut les élections quelqu'un, même la société civile, peut participer à la démocratie. Dans ma émission, je n'ai pas parlé de parti politique. Les citoyens qui nous suivent ne doivent pas avoir dans leur tête que M. Paul Biya est maître du temps. Non. La date des élections est arrêtée. Maintenant, politiquement, et parfois avec votre complicité, il décide souvent plus ou moins de changer. Donc s'il décide... Avec la complicité des... Moi, j'ai vu les conseils municipaux. Les conseils municipaux SDF être accompagnés par les conseils municipaux RDPC pour aller voter quelque part. J'ai vu quelque part des tailleurs qui sont devenus des sénateurs parce qu'on voulait faire plaisir à un autre parti politique. Non, venez pas nous faire croire ici que c'est vous qui allez décider, que c'est M. Biya qui va décider, parce que c'est... Nous demandons à M. Biya de respecter simplement le calendrier. Il y a Rodrigue Sokora qui veut d'abord réagir avant que je pose une question. Non, je pense que je suis en porte-à-faux par rapport à ce que M. Nambélé dit. Oui, vous pouvez laisser les micros, c'est bon. Justement parce que il dit que l'opposition fait ci, l'opposition fait ça, mais nous savons tous que c'est le président de la République, Paul Biya. Je n'ai pas dit pour l'opposition. Oui, qui confisque la démocratie au Cameroun. C'est le chef de l'État, Paul Biya, qui détient le calendrier électoral, qu'il ne publie pas. C'est vrai que lors des élections, lorsqu'il y a des élections à une date connue, vous savez très bien. Monsieur Nambélé, attendez. Prenons les élections. C'est lui qui détient le calendrier électoral et c'est lui qui convoque le corps électoral. Cette force-là maintenant, c'est vous qui lui donnez ça et le citoyen de manière subliminale. C'est lui qui décide, tu l'as dit dans tes propos. C'est le citoyen qui l'a élu. Il y a même un journaliste qui a sorti une thèse sur les silences du président. Voilà encore une incongruité de la démocratie. Les silences du président. Mais le citoyen doit dire quoi si le président de la République ne publie pas le calendrier électoral? On ne le connaît pas. Un calendrier doit être connu par tous. Donc tu ne connais pas la date des prochaines élections. Monsieur Nambélé, c'est quand cette date? C'est quand c'est ça va se passer entre eux. Non, pas entre eux. Quand on parle de date, ailleurs cela est suivi. Mais j'ai dit que c'est connu, c'est 18 jours avant et 18 jours après, le 9 octobre. Comment vous voulez nous embrouiller? Pourquoi vous voulez donner la force à quelqu'un qui n'en a pas? Et qui convoque le corps électoral? On va enlever la force des citoyens. Et moi, c'est souvent énervant. Tu arrives sur le plateau, on parle de démocratie, de la force du peuple, et on vient parler de la force de Paul Biya, alors qu'il n'en a pas. Nous parlons des incongruités. On va revenir, je vais relancer un tout petit peu M. Limbi Lobe. M. Limbi Lobe, est-ce que ça reste un mystère, le calendrier électoral? Tous ceux qui ont parlé ont dit des choses justes. Nambélé dit que le calendrier électoral est connu, c'est vrai? Tout à fait. Dans le principe.
Si nous parlons en même temps, je ne vais rien retenir. Non, c'est le principe, Abel. Il faut préciser. Les élections législatives et municipales se sont tenues le 30 septembre 2013. Le mandat de ces élus-là se termine en septembre 2018. Et d'autres élections devront donc se tenir. Le président a été élu en octobre 2011. 9 octobre. Le mandat se termine au cours de septembre et il devra être élu au courant du mois d'octobre. 18 Le jours détail sur 1 ou 2 jours ne constitue le problème ni des Boulets ni des autres. Vu comme cela, Bonabélé dit ce qui est juste. Ce que les autres disent, c'est que la loi prévoit que le président de la République peut proroger ou anticiper les élections municipales et législatives, y compris sénatoriales. Et même présidentielle. Il ne peut pas les proroger. Il peut les anticiper. Anticiper. Donc, eux aussi disent ce qui est juste, que le président de la République détient légalement un pouvoir pervers. Ah ouais. Il peut l'utiliser à des fins qui ne relèvent plus de l'intérêt général, qui peuvent relever de ses intérêts particuliers, de ses calculs politiciens. Absolument. Moralité, les élections législatives de 2013 n'auraient pas dû se tenir en 2013. C'était des élections qui auraient dû se tenir en 2012. Le président de la République, pour ses ajustements personnels, pour le souci de faire en sorte que les sénateurs soient élus par des conseillers municipaux dont il détenait le plus grand nombre, il a donc prorogé la date des élections municipales. Comme il avait déjà couplé les élections municipales et législatives en 1997, il était obligé de continuer donc à les coupler et donc à déplacer également le calendrier des élections législatives en 2013. Moralité, il s'est passé quelque chose qui est légal, mais qui n'est pas bien. Je vous rappelle, comme vous dites que j'aime beaucoup la Bible, que dans Proverbes chapitre 14, verset 34, un roi, un chef d'État, Salomon, c'est lui qui parle. Il dit la justice est ce qui élève une nation. Quand vous faites des choses, même si elles sont légales, mais qui ne sont pas justes, elles ne participent pas à l'élévation d'esprit. Le président a donc fait en sorte que ce sont des conseillers municipaux sortants qui élisent les sénateurs entrants. Sans les conseillers alors régionaux. qu'il avait parfaitement la possibilité de laisser que les élections municipales se tiennent d'abord. Et que de nouveaux conseillers municipaux chargés d'une nouvelle légitimité élisent ensuite les sénateurs. La conséquence de ce déplacement du calendrier est que le prochain calendrier qui permet au pays de renouveler tout le monde, ce sera en 2032. C'est la conséquence de ce déplacement-là. Parce qu'une fois qu'il a fait ce déplacement, on est entré dans un système où le mandat des conseillers, des sénateurs, le premier mandat des sénateurs va se terminer en 2018. Tout à fait. Les sénateurs auraient dû être élus par les conseillers municipaux et régionaux. Ils vont être de nouveau élus par des conseillers municipaux sortants. Parce que s'ils respectent ce calendrier, moi qui vous parle, je serai électeur des conseillers municipaux en avril, des sénateurs en avril prochain. Pour ensuite terminer mon mandat en septembre. Pourquoi n'aurais-je pas dû élire les sénateurs en octobre si je suis réélu? Donc moi je suis en fin de mandat, je ne sais même pas si le peuple m'aime encore ou le peuple veut me révoquer, mais on me donne quand même le pouvoir d'aller installer des nouveaux sénateurs. D'accord. Si on avait discuté de tout... la force du peuple ici. Si on a... Je suis Claude Paul Biya. Je parle du peuple. La démocratie, c'est le peuple. On parle de Paul Biya tous les jours. La semaine de la démocratie, on vient encore parler de Paul Biya. Parlons, dites au peuple qu'ils ont une force. C'est ça qu'on doit dire. Comme ça, parce que moi, je comprends ce que tu veux dire. Ce que tu veux dire, c'est que le peuple doit prendre ses responsabilités et imposer aux hommes politiques la sagesse. Et même la Mais la démocratie se fait à deux.
les dirigeants Et le et le peuple. peuple. D'accord. S'ils sont en permanence en contradiction, parce que les uns oppriment les autres, et en l'occurrence, les dirigeants oppriment le peuple, tu as beau parler au nom du peuple, Personne ne comme t'écoutera. ils ont la force d'oppression, ils vont imposer un ordre politique qui les arrange. C'est la situation actuelle. C'est contre cette situation que tu te bats, c'est contre cette situation que nous tous nous battons. C'est pour cette situation-là que les caciques du RDPC se battent. Ils se battent pour que cet ordre soit maintenu. Alors, Rodrigue Tchokwa, pour revenir sur la démocratie, l'un des grands endroits où se déroule le jeu démocratique est le Parlement, il faut le dire. Oui. Mais est-ce que le jeu n'est pas un tout petit faussé par le diktat ici, n'est-ce pas, de l'exécutif? C'est contester la majorité des textes débattus. Très souvent, la majorité des textes débattus viennent du président de la République et de l'exécutif. Et de l'exécutif, tout à fait. Et le plus souvent, pas parce qu'on... et ça passe comme une lettre à la poste. Oui, on l'a Là remarqué, aussi, ça fausse un effectivement. peu. La plupart des lois qui sont votées à l'Assemblée nationale et aujourd'hui le Parlement sont, la plupart du temps, sont des projets de loi qui émanent soit du chef de l'État ou de ses collaborateurs, bref, de l'exécutif. Mais on a constaté que la plupart du temps, il y a des propositions de loi qui sont également proposées par des Députés partis d'opposition. politiques, les députés représentés à l'Assemblée nationale. Mais le constat, c'est que la plupart du temps, ces projets de loi soit ne sont pas reçus, soit ils sont reçus, mais ne sont pas débattus, reportés à des échéances, à des sessions prochaines. Et venu, quand vient des sessions prochaines, justement, ces propositions de loi ne sont pas débattues. Je pense qu'il y a très peu. S'il y a des propositions qui ont pu passer à l'Assemblée nationale, c'est très peu. Maintenant aussi, il faut regretter, puisque nous parlons de démocratie, il faut aussi regretter le comportement des partis de l'opposition, plus spécialement leurs leaders. Je vais prendre un exemple. Vous vous souvenez une année où les députés à l'Assemblée, l'ensemble des députés de l'opposition à l'Assemblée nationale étaient au-dessus du nombre de celui du parti au pouvoir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Donc, il se trouvait qu'au moment où ces députés devaient s'unir pour faire bloc contre le parti au pouvoir, il y a eu des leaders de partis de l'opposition. Je peux citer le MDR qui a décidé carrément de se rallier au pouvoir. Et l'EPC, il a fait basculer dans la majorité du parti au pouvoir à l'Assemblée nationale, ce qui a complètement faussé le jeu. Or, c'était une occasion pour les opposants qui se disent travailler pour le peuple de pouvoir faire bloc au parti au pouvoir. On a également le 3 mars dernier, Hervé Boulet, le SIF qui avec Nietzsche a voulu organiser, vous vous souvenez, un meeting finalement interdit par le sous-préfet de Douala 5e. À côté de ça, on a également les interdictions des réunions publiques. Il y en a même encore eu dernièrement à Yaoundé. Est-ce que dans un État qui se veut démocratique, le régime de déclaration doit-il encore exister vraiment? Non, donner la force au sous-préfet. Oui, je le disais d'entrée de jeu qu'il n'y a que démocratie le nom, parce qu'en réalité, sur les faits, moi, je ne vois pas où se trouve cette démocratie. Peut-être va-t-on nous opposer le fait que nous puissions nous asseoir sur une table et pouvoir en discuter, mais depuis, on en parle. Je crois que désormais, comme disait mon frère Onambélé, le peuple doit prendre ses responsabilités, les leaders avec. Sauf que tout à l'heure, l'autre panéliste disait que voilà, l'opposition aussi a ses responsabilités par rapport à l'échec de la démocratie. Oui, on peut le reconnaître, Rodrigue, on peut le reconnaître en ce sens que c'est pour ça que je vais vouloir dire à mon aîné Abel que et tout à l'heure, il a cité un certain nombre de leaders, mais nous savons bien que parmi les noms qu'il a cités, il y a des individus qui ne sont pas du tout des démocrates, qui ne vont jamais accepter qu'il y ait alternance dans ce pays. C'est pour ça que je parlais tout à l'heure de choc générationnel. Il faut qu'on prenne nos responsabilités à un moment donné. Souvenez-vous que, lorsque vous prenez un petit exemple, on va à une élection, pour revenir au cas de l'Assemblée nationale, parlant de démocratie. Des individus ne peuvent pas décider d'utiliser tous les moyens de l'État.
hélicoptères, avions, véhicules, carburant, cadres de la République pour aller battre campagne. Et en face, ils ont affaire aux gens qui ne peuvent que se cotiser, comme on dit entre guillemets, pour essayer d'aller en campagne. Là, il n'y a pas de démocratie. Ailleurs, il y a ce qu'on appelle les subventions qui sont versées aux partis politiques, qui sont connus même par la presse. Officiellement, on sait que tel parti, en fonction de sa responsabilité, en fonction de son nombre, peut bénéficier de ci. Mais, sauf, si je peux, écoutez, souffrez, laissez-moi parler. Des individus ne peuvent pas s'asseoir de manière unilatérale et décider que nous allons donner aux uns tant et aux autres non. Si nous sommes... S'il vous plaît. L'ancien parti de M. Limbi Lobejet, oui, je peux... Allez-y, excusez-moi. Voilà. Nous avons une majorité obèse à l'Assemblée nationale qui s'assied seule, qui décide et qui rejette systématiquement tous les projets de loi qui ne les arrangent pas venant de l'autre parti. Disons, les seuls projets de loi qui les arrangent, c'est sur leur salaire. Quant au reste, ce n'est pas possible. Et dans ce cas d'espèce, il est clair qu'on ne peut pas avancer. Vous n'allez pas demander à un groupe de personnes qui se mettent ensemble, qui créent une organisation qu'on appelle par exemple un parti politique, qui veulent concourir, et ils n'ont pas de moyens. Et en face, vous avez des gens qui utilisent et les moyens légaux, entre guillemets, qui se sont octroyés, et ensuite les moyens de l'État, et avec le personnel de l'État. Et vous pensez qu'à ce jeu, il peut y avoir bataille ? Je dis non. Donc, non, on ne dit pas, on ne se débrouille pas en politique. En politique et en démocratie. Messieurs, écoutez-moi. Comment vous voulez mentir souvent aux citoyens? Vous savez combien la caution d'un conseil municipal coûte? Mais faites donc tout pour avoir plus de conseillers. Qu'est-ce que vous appelez pas faire? On fait tout avec quoi? Là, on vouloir à qui? Ah bah c'est lui qui utilise la voiture de l'État, le carburant de l'État, les hélicoptères de l'État. Mais c'est justement là où nous allons prendre ce pouvoir l'année prochaine. Nous allons le prendre, ça c'est clair. Mais au moins il faut que les gens... Vous n'avez pas droit. Pardon. Et c'est les autres qui en ont droit. Thierry Nyompé, je voudrais vous relancer. Non, je n'embrouille personne. On veut le peuple, parlez-nous de peuple aujourd'hui. Tout à l'heure, Elise, vous parlez du rapport de force. S'il vous plaît, on va relancer. J'aimerais bien vous voir face à un homme qui a une arme en train de l'affronter. Depuis, on a toujours parlé de décentralisation, et devenu un véritable, il faut le dire, devenu un véritable serpent de mer. C'est d'ailleurs ça qui est sans doute le fond de commerce aujourd'hui des leaders anglophones. Est-ce qu'on peut dire que la centralisation du pouvoir peut aussi apparaître comme un obstacle à la démocratie? Et lui, il disait encore que c'est le peuple qui doit prendre les choses en main, mais tout revient encore au chef de l'État pour favoriser... Le peuple s'est levé, on l'a arrêté. En réalité, on ne va pas pousser le peuple dans la rue pour s'attaquer à un ennemi aussi puissant que l'État. Nous voulons pas que l'État est froid. Ce sont l'État qui dispose des armes, c'est l'État qui dispose de l'armée, qui dispose en réalité... C'est vrai quand même qu'ailleurs on a vu le peuple décider de faire basculer les choses, quitte à périr. Nous ne souhaitons justement pas que les Camerounais, au Burkina Faso, à ce type d'extrémité. Nous sommes encore dans une logique où on pense quand même qu'il y a des règles qui devraient régir la vie en société. Et ces règles, quand elles sont appliquées de manière logique, les choses évoluent tant bien que mal dans le bon sens. Pour l'instant, quand on parle de décentralisation, je vous surprendrai. Je parlerai plutôt d'une décentralisation à double vitesse. Parce que, par exemple, il y a des régions qui méritent en fait de recevoir une véritable décentralisation. Mais quand on parle de décentralisation dans des villes comme Douala, où les maires, en tant qu'autorité centrale au niveau du pouvoir décentralisé, se permettent de gérer parfois des fonds de la commune comme si c'était leur avoir, sans rendre compte véritablement aux conseillers municipaux. Et même quand c'est le cas, ces conseillers municipaux n'ont pas le pouvoir réel de faire vaciller les choses. Prenez le cas de toutes ces mairies, que ce soit dans la première, dans la deuxième, dans la troisième, dans la... ces mairies ont des budgets extrêmement faramineux où le maire est le seul, d'ailleurs on appelle chef de l'exécutif municipal, c'est le maire qui engage la dépense. Ordonnateur. C'est le maire qui ordonne tout. Et les conseillers municipaux n'ont en réalité pas véritablement de pouvoir. Dans ce sens, est-ce que vous croyez que la décentralisation serait effective? Ces gens qui demandent effectivement cette décentralisation veulent davantage avoir plus de pouvoir pour continuer à asseoir ou à faire ce qu'ils veulent faire au niveau de ces mairies-là. Je pense qu'à ce niveau, on devrait davantage réfléchir et l'État devrait
quand bien même cette décentralisation sera effective, mettre davantage de garde-fous pour contrôler l'action de l'exécutif municipal au quotidien, parce qu'en réalité, faites un tour de ce côté, vous trouverez d'importantes sommes d'argent détournées au quotidien par les chefs des exécutifs municipaux. Oui, et le cas le plus récent est encore, bon, je ne veux pas dire ça ici. Elim Bilobé, vous allez réagir. Je vais poser une question tout à l'heure à Elim Bilobé par rapport aux alliances, parce qu'il se sentira vraiment concerné. Le temps pour moi, justement, de vous parler, de vous relancer. Vous allez réagir par rapport à la décentralisation. Et aussi, voilà, allez-y d'abord par rapport à Non, je voulais dire que ce que Thierry dit est tellement vrai que moi, j'ai travaillé pendant 1 an dans un projet de la décentralisation mené par le programme des Nations Unies pour la démocratie. Malheureusement, j'ai constaté sur le terrain que vraiment, on peut promouvoir la décentralisation, mais ça sera dangereux de mettre affecter tous les pouvoirs là à ces gens. Moi, je vous prends seulement 2017, le budget d'investissement public, premier semestre 2017, il y a une mairie, la première mairie. Apparemment, c'est le même qui a un grand portefeuille de Douala Premier. Vous savez, le taux d'exécution en mi-parcours de 2017, 0%. 0%, même pas d'engagement. 0%. Et vous pensez qu'à ce maire-là, vous avez donné toute la destinée des près de 800 000 âmes qui sont dans cet arrondissement-là. C'est le conseil régional. C'est pour aller. Je vous dis le budget d'investissement public. Mais en termes de fonctionnement, tout donc ce qui vous préférez que tout reste centralisé? Non, c'est obligé. Moi, je pense même qu'au moment, ceux qui sont à Yaoundé savent que les maires qu'on a ne sont pas outillés. Aujourd'hui, les mairies, les gens font ça comme leur famille. Ça veut dire que dès que je viens, j'amène mes 2 familles. Beaucoup de maires ne connaissent même pas ce que c'est qu'être maire. Ils ne connaissent pas ce qu'on appelle la redevabilité sociale. Et c'est là où j'appelle le peuple à réagir. Qu'on arrête de vous dire que vous n'avez pas le pouvoir. Un maire vous fait quelque chose. Vous avez le droit. C'est même un devoir pour vous de vous plaindre, d'aller demander des comptes, d'entrer même au conseil lors d'une session du conseil municipal. On n'a aucun droit de vous chasser. Si vous mettez en collectif et vous engagez un représentant dans la salle, il est obligé d'être accepté dans cette salle-là. Parce que c'est vous, les citoyens, qui élisez ces maires-là. Vous vous rendez compte que maire, j'ai dit 6 mois, le budget d'investissement public, 0%. Mairie de Douala Premier, même pas d'engagement. Vous pensez qu'à lui, on doit affecter tous les ressources, ils doivent le prendre, parce qu'ils ont cette force-là. Parce que moi, j'entends depuis sur ce plateau, on a envie de faire croire au peuple que non, il faut qu'il reste à la maison. Non, c'est pas ce qu'on a dit. Ils doivent mener des actions. Ces actions ne sont pas forcément des descentes dans la rue, mais au moins, il y a les boîtes de suggestions dans les mairies. Si vous remplissez ces boîtes de suggestions-là, ils ne lisent pas. Non, il y en a. Douala Premier, j'ai pris le temps de vérifier, s'il vous plaît. Douala Premier, il y en a. Douala Deuxième, il y en a. Douala 3, partout. Oui, mais je dis, donc, une suggestion, c'est une chose. La mettre en pratique, c'est autre chose. Si on incite le peuple à souvent aller demander des comptes à ces gens, les choses vont changer. Au lieu de dire qu'ils n'ont pas le pouvoir, ils n'ont pas la force de le faire. C'est parce que nous avons dit, messieurs, on avait. Lors, n'est-ce pas, des conseils municipaux, je peux me permettre de venir quand même tourner aussi un tout petit peu. Je serai entendu à Douala 5e. Alors, vous avez une chose et son contraire que vous demandez. Mais ce n'est pas possible. Parce que même si nous organisons la meilleure démocratie du monde, elle ne peut se faire que conformément aux lois que nous nous donnons. Ce sont les lois qui font la démocratie. La démocratie, ce n'est pas le désordre. Et nulle part au monde, la loi n'organise le désordre. Donc, les règles existent. Je peux même vous dire qu'elles sont très bonnes pour l'essentiel. Ce qu'on embellit dit, il faut comprendre. Peut-être qu'il n'utilise pas à certains moments les mots qui conviennent. Il veut mettre en cause la culture des élus. Oui, absolument. Qu'est-ce qu'eux-mêmes sentent comme responsabilité? C'est ça qui est le problème. Et ça, c'est un vieux débat sur lequel nous autres, nous avons déjà beaucoup fait. Mettre en cause les gens que nous élisons. Et là, lui-même, on avait dit une chose et son contraire. Parce qu'il appelle le peuple à la responsabilité. Mais c'est ce peuple qui élit les gens sur les bases tribalistes. C'est ce peuple qui soutient n'importe qui. Est-ce que ce n'est pas par ignorance? Donc, ça veut donc dire que le problème est beaucoup plus loin. Il est dans la culture, dans l'éducation, comme disait tout à l'heure Eboulé. Nous devons nous efforcer de faire tout ça en même temps. Le travail est énorme. La loi prévoit que, premièrement, les sessions du conseil municipal sont publiques. Ça veut dire qu'elles devraient même se tenir à l'air libre. Devant tous les enfants comme un arbre à palabre de la commune. Mais la loi ne dit pas que tout le monde prend la parole. Tous ceux qui assistent, ils assistent seulement.
Ils voient ce qui se passe. Ils entendent ce qui se dit. Ils savent quel conseiller a dit quoi. Quelle est la loi, quelle est la délibération que le maire a proposée. Comment les conseillers ont-ils réagi par rapport à ça. La même loi dit que si le conseil municipal se tient, par exemple, dans une salle, on ne peut admettre que ce que la salle peut contenir. Donc, la loi dit toujours que c'est public. Mais le maire peut vous dire à un moment donné, il n'y a plus de pour les chaises. forces de l'ordre, il n'y a plus de place. Il n'y a plus de place. Donc tout le monde ne peut pas entrer. C'est aussi raisonnable. Ça n'empêche pas que ceux qui sont là-dedans écoutent, prennent acte de ce que dit tel ou tel ou tel. Ceci dit, le problème de la décentralisation, comme on avait dit, et même comme les autres ont dit, c'est le problème du facteur humain, les hommes. Et nous devons attirer l'attention sur ceux qui investissent. Or, ceux qui investissent, ce sont les partis politiques. Quand un parti politique investit quelqu'un qui a volé l'argent du parti, quelqu'un vole l'argent de son parti, il vole, il détourne la caution des militants. Et le parti le prend pour le proposer au poste de maire adjoint. La responsabilité n'est pas celle du président de la République. Ce n'est pas l'Assemblée nationale qui a mal voté la loi. C'est un parti politique qui ne se donne pas l'obligation d'être exemplaire. Quand on a dit que le BIP d'une commune n'a pas été engagé même à 50%. D'ailleurs, il parle de zéro. C'est zéro, c'est même pas un. Mais ce qu'il est bon de dire, parce que là, c'est comme s'il avait un problème avec cette commune. Non, il n'a pas de problème avec cette commune. Le taux moyen d'exécution de budget d'investissement public dans le cadre du transfert des compétences, que tout le monde demande, parce que tout le monde demande les pouvoirs, toujours plus de pouvoir, donnez-nous le pouvoir, donnez-nous l'argent, toujours plus d'argent. J'appartiens à l'école qui veut que les gens se rendent compte que le peu de pouvoir qu'on nous a déjà donné, qu'est-ce que nous faisons avec? Qu'est-ce que nous faisons avec? Donc on a encore raison, parce que le taux moyen d'exécution du budget d'investissement public dans l'ensemble du territoire est en deçà de 50%. Ça veut dire que les maires sont en face de certaines pesanteurs, on ne peut pas le refuser, les lenteurs administratives. Mais les maires même sont en panne d'idées. J'ai encore une lettre circulaire que Marafa avait faite quand il était minate, où il se plaignait des maires qui ne résident pas dans leur commune. Il se plaignait d'eux en disant que, à cause du fait qu'ils ne résident pas dans leur commune, les projets au niveau du FECOM sont quasiment inexistants. Tout à fait. C'est-à-dire qu'il y a des communes qui n'ont jamais rien demandé au FECOM. Pourtant, le FECOM regorge d'argent pour financer les projets des collectivités. Il y a beaucoup de communes qui n'arrivent pas, où l'exécutif, le maire et ses adjoints, ne savent pas monter un projet bancable auprès du FECOM. Donc, il faut, et c'est là qu'il faut rejoindre Eboulet, le renouvellement des hommes. Parce que la fonction municipale, c'est-à-dire la qualité de conseiller, la qualité des maires et des maires adjoints a été perçue par les gens comme des sinécures, des endroits où on range les gens pour manger de l'argent. Et du coup, il se trouve qu'ils ont de réelles responsabilités, ils ne sont pas outillés pour le faire. Il faut donc que vous, qui êtes plus jeunes, vous qui êtes plus outillés, mieux instruits, plus qualifiés, parce que contrairement à ce qu'on croit, les gens d'aujourd'hui sont mieux formés que les gens d'hier. Permettez donc à venez donc investir le champ politique. Bon, comme tout le monde n'aime pas la politique, on va pas. Alors, Hervé, je voulais vous demander, mais ceux qui s'intéressent à ça, les facteurs qui ne favorisent pas également la démocratie, il y a ces alliances-là, des partis politiques. Je voulais poser cette question à monsieur. Mais posez-la moi. Non, vous allez il y a les alliances des partis politiques qui se toujours par des échecs et pourtant ça devrait être un véritable contrepoids, n'est-ce pas, à ce qui est considéré comme le pouvoir, parti au pouvoir et puis les alliances et ces alliances là-bas. Ok, avant de répondre à la question, je voulais rapidement dire quelque chose. Nous, dans notre projet de société, comme je le disais à l'entame du projet, du PURS, disons que il y a deux facteurs fondamentaux qui peuvent nous amener à changer. La première chose, c'est l'éducation.
parce que nous avons un problème fondamental avec l'éducation des masses. Là, ça va très mal, ça va très mal. Parce que lorsqu'on octroie le baccalauréat à un enfant avec 8 de moyenne, vraiment, on n'aide pas cet enfant. Et vous savez parfaitement que pour détruire un pays, on s'attaque à son système éducatif. Par exemple, cette année scolaire, on propose 3 livres par matière. Non, n'allons pas jusqu'à Non, je prenais juste des exemples pour démontrer comment on fait pour détruire un système. On détruit un système. Donc le combat que nous menons, c'est d'abord un combat d'éducation à toutes les strates. Hein. Secondo, il y a le problème de la mobilisation des masses. Parce que les Camerounais ne savent pas faire foule. Ça, c'est une de nos grosses faiblesses. C'est-à-dire, vous dites à quelqu'un, allons, il vous dit, avancez, j'arrive. Il va voir si ça va mordre. Si ça mord, mais il ne sait pas. Vous les venez prendre chez nous. Très bien. Il y a une organisation qui peut vous former dans ça. Très bien, merci. Quand je faisais la grève de la faim, c'est pas vous qui m'avez envoyé là-bas. Allons-y. Vous disiez... Je parlais encore tout à l'heure des alliances là. Voilà, ces fameuses alliances. Voilà. Nous étions des... servi de contrepoids. Voilà. Pour booster la démocratie. Il y a 2 catégories d'alliances. Il y a des alliances contre nature et des alliances productives. Je m'explique. Au niveau de l'opposition, on parle souvent des tendances. C'est-à-dire, les gens peuvent être de la gauche, de l'extrême gauche ou de la droite. Ils se mettent ensemble pour former un bloc et se présenter dans ce bloc. Des micro-partis peuvent s'organiser, former un bloc et lui donner une dénomination. Il y a des alliances contre-productives, comme celle que nous avons vue au Cameroun. Et Rodrigue le disait tout à l'heure, on a vu une alliance qui a fait basculer l'histoire de ce pays. Parce qu'elle était contre nature. On avait le MDR et l'UPC qui s'étaient ralliés à l'UNDP, je crois, le Premier ministre aurait été de l'opposition. Non, ils ont refusé, c'est des alliances contre nature. La preuve, je ne peux même pas dire paix à son âme, il avait dit... S'il faille que je me noie, même sur la queue du serpent, je m'agrippe. Ça, c'est une alliance destructrice. Et nous, destructrice. Mais puisque ça pouvait changer le cours de l'histoire de ce pays. D'un côté comme de l'autre. Et ce que je dis, c'est pour revenir à ce que l'aîné Abel disait tout à l'heure. Nous avons l'obligation morale, face aux générations futures, de nous justifier par rapport à ce que nous avons fait. Il est question pour nous de nous mettre ensemble, tout en tenant quand même compte de nos façons de faire et de penser et en regardant le passé. Parce qu'on ne peut pas mettre les ignames et les patates dans le même panier quand on veut changer. Non. Il y a des individus qu'on sait que dès qu'ils sont là, ils vont plutôt plomber l'action. Donc on doit mettre sur pied des alliances progressistes, productrices de résultats positifs et mettre de côté les alliances qui vont nous tirer par le bas. C'est comme ça que... Alors, Rodrigue, 2018, c'est pour demain, on va le dire ainsi. Est-ce qu'il faut vraiment, et Limbi Lobaye dans cette dynamique-là, n'est-ce pas, faire corps pour essayer de booster vraiment notre démocratie? Je pense qu'il faut interpeller la responsabilité du peuple. Mon confrère Onambele le disait tantôt, même si je ne partage pas parfois tous ses points de vue, parce que j'ai comme impression qu'il intervient comme un représentant du pouvoir en face, mais alors qu'il est journaliste. Mais la responsabilité... Non, chacun ses opinions. Hein. Je disais donc que le peuple est face à sa responsabilité. Et l'exemple le plus patent, c'est le problème des inscriptions sur les listes électorales. Vous regardez que malgré les campagnes qui ont été lancées, 15 millions d'électeurs, 15 millions d'électeurs pour être inscrits, on n'a pas senti un réel engouement. Il y a d'abord 15 et ensuite il y a eu 11 millions d'électeurs. Malgré toutes ces campagnes, on a remarqué que dans le littoral, par exemple, c'est à peine 150 000 personnes qui se sont inscrites du 2 janvier au 31 août. Donc l'échec est patent. On a l'impression que le peuple, Eben Boulé le disait tout à l'heure, on a un peuple qui ne sait pas faire folle. On a un peuple qui a un pouvoir, mais est ignorant de ce pouvoir, ou alors ne sait pas l'utiliser. Or, le pouvoir que ces dirigeants, Paul Biya, les députés, les sénateurs, tous ces ministres-là, ce pouvoir appartient au peuple, parce que c'est le peuple. Mais il se trouve que malheureusement, quand il faut se mobiliser pour aller s'inscrire et y aller voter effectivement, il n'y a pas grand-chose. Donc, vous voyez, les dernières élections, il y avait à peu près, je crois, 6,5 millions d'électeurs. Mais on ne sait pas, en 2018, ce chiffre ne va pas substantiellement évoluer. Donc, et vous savez que lorsqu'un peuple
se mobilisent et qu'il y ait un seuil critique de participation, il est alors difficile au pouvoir en face de pouvoir, même s'il fallait truquer, faire des fraudes, là c'est difficile pour qu'il y ait fraude. Quand il y a une masse critique qui a participé aux élections. Donc voilà, il y a la responsabilité du peuple. Voilà, Thierry Nopé, c'est des intérêts donc de ce peuple-là. La faute ne revient pas aux hommes politiques qui ont contribué à cette façon à ne plus donner l'envie à cette population, à contribuer, à se prendre en charge, à prendre elle-même sa responsabilité. Parce que bon, je pense toujours qu'en le faisant, c'est parce que les hommes politiques là veulent nous tromper. Non, mais en réalité, c'est que les responsabilités sont partagées. Hein. Les responsabilités sont partagées. Le peuple a également une grosse part de responsabilité là-dessus, parce que il est clair quand même que quand on a élu quelqu'un, c'est pour venir défendre une cause, c'est parfois pour représenter un groupe de personnes, notamment que ce soit dans les conseils municipaux ou à l'Assemblée nationale. Ce sont des gens qu'on a portés à ce niveau pour défendre nos intérêts. Et quand ces derniers ne le font pas, nous avons le devoir de les mettre de côté et de les remplacer par d'autres personnes qui pourraient mieux porter ces aspirations et mieux défendre ses intérêts. Mais on se rend malheureusement compte que le peuple ne le fait pas suffisamment. Quand vient la période électorale, c'est toujours vers ce peuple-là qu'on repart et on offre parfois des sacs de riz, des cartons de maquereau, de la bière dans des zones reculées telles que des villages. Moi, je l'ai vu à l'ouest. On offre parfois des houes, des machettes. En réalité, le peuple ne comprend pas encore. Le peuple se laisse lui-même corrompre. Alors qu'en réalité, tout le monde se rappelle, hein, c'est une définition basique, la démocratie, le pouvoir du peuple par le peuple et pour le peuple. Qu'est-ce que ce peuple fait justement pour prendre en main ces responsabilités-là? J'ai une édition qui est à l'imprimerie à l'heure nous parlons. Parce que pareil, je suis directeur de publication quand même du journal confidentiel. Et l'édition qui paraît lundi tourne autour. En fait, c'est une enquête sur le bilan des députés du Vouri. Parce qu'en réalité, on ne peut pas tout embrasser une fois, on écrirait des livres. S'il te plaît, voilà, ça c'est plus fermé. Donc, quand on analyse, par exemple, le bilan des 9 élus, des 9 députés du Vouri, on se rend compte qu'à quelques rares exceptions, ce bilan est nul. Et là, on interroge, on questionne le peuple, on l'amène à comprendre justement que voilà les gens que vous avez portés à l'Assemblée nationale en 2013. Mais ces gens n'ont rien fait pour vous. Alors qu'il y a parfois l'agent des micro-projets, c'est vrai que cet agent ne représente pas... Faites même un vox pop, on ne connaît pas leur nom. Il y a 36 millions quand même que ces députés ont déjà encaissé de l'Assemblée nationale, donc du pouvoir du gouvernement. Qu'est-ce qu'ils ont fait de cet agent? Rien n'est fait jusqu'à ce niveau et le peuple ne revendique rien. Le peuple continue à attendre. Donc le peuple a sa part de responsabilité. Maintenant, les hommes politiques également ont participé à décourager ce peuple-là, généralement même le pouvoir en place. Le fait au quotidien. Regardez le nombre de débits de boissons qui naissent au quotidien. Il est plus facile d'obtenir une licence pour ouvrir un débit de boisson que créer un journal qui devrait participer à l'éducation des masses populaires. Donc, même le pouvoir en place a ses responsabilités. L'opposition camerounaise, malheureusement, qu'on dit qu'elle n'a pas suffisamment de moyens, mais n'oublions pas que nous avons le rôle de l'opposition également de sensibiliser, d'éduquer et de former la population au-delà de l'argent. On n'a pas besoin nécessairement de beaucoup d'argent pour réunir le peuple, pour leur dire voilà ce dont on attend, ce que vous devrez faire, voilà ce que vous devrez attendre des personnes que nous choisissons, voilà ce que le gouvernement devrait faire, voilà ce que vous devrez faire le moment venu. Regardez vous-même, on est à moins de 7 millions d'inscrits sur les listes électorales, au-delà de toutes les campagnes que l'ECAM a faites, que les leaders d'opinion, que la société civile, que les personnalités comme que des hommes politiques tels que M. Limbi Loubet ont mené, que les journalistes ont fait, et même les chanteurs se sont mis dans la danse, mais les Camerounais ne s'inscrivent pas. Il faudrait, au-delà de cela, amener le peuple à comprendre que le pouvoir vous revient. Si vous estimez que ces gens ne font rien, le moment venu, inscrivons-nous et balayons-les d'un revers de la main et puis choisissons des hommes nouveaux, quitte à ce que ces hommes nous déçoivent également. C'est la seule alternative, Jean-Marie. On a mêlé le clam depuis ça. J'ai bien envie d'applaudir, finalement. On te rejoint finalement. On va prendre une transition. Monsieur Liville, un dernier mot. Juste dire un dernier mot et puis on passe à l'autre sujet rapidement.
ne soyez je ne sais pas, déçus. avant de continuer, vous avez parlé également, est-ce qu'il y a un député à Douala 4e? Oui. Mais bien Bien sûr, sûr. monsieur Oscar Edimond. Ah, Ben, d'accord. Edimond. On ne le connaît même pas. Hein. Non, je Sa voulais- seule action en 5 ans, c'est un championnat de vacances où il a demandé. Non, il a quand même offert, parce que j'ai mené une enquête là-dessus, il a quand Il même a offert offert. des dons dans des écoles, des tables bancs. Il a également offert des suffleuses et des motos à quelqu'un. Ah bon, hein. Allons-y, en bas. J'ai posé sciemment la question là-bas. Je veux dire que nous devons nous satisfaire. Vous? Les journalistes, les leaders d'opinion, tous ceux qui se sont inquiétés du découragement du peuple. Les choses progressent, elles progressent même beaucoup. En 2008, Alors là, on va aller très vite, hein, monsieur en Limbilo. 2008, dans ma commune, il y avait 154 346 inscrits. Il y a eu 17 071 votants. 154 000 inscrits, 17 000 personnes seulement sont sorties de Le chez gap est elles grand. pour aller voter. Donc près de 130 000 Les abstentions. 154 000, là, c'était le fichier du MINAT, le mauvais fichier truffé de doublons. Et vous de la presse, les hommes politiques, la société civile, nous avons lutté pour que advienne un fichier biométrique. Lorsque le même fichier, le fichier biométrique est arrivé, dans la même commune de Douala 5, il y a eu 148 143 741 personnes inscrites. Et il y a eu 97 948 votants. Près de 20 000. 20 000. Non, Plus. 80. de 17 000 à 20 000. 97 000. Ah oui, oui, oui. Donc près de 80 000 000 nouveaux électeurs. Parce que votre travail a porté des fruits. Le travail de sensibilisation, le travail d'éducation dont il parle. Donc les choses ne sont pas vaines. Il ne faut pas que ce travail soit perturbé par des slogans fallacieux qui peuvent donner le sentiment que rien ne se fait. Ceux qui parlent de 11 millions d'inscrits ou de 15 millions d'inscrits, ils demandent ce nombre-là sur la base Base de quoi? Quand ils ont décidé d'entrer en jeu, ils ont trouvé combien d'électeurs? Combien restait-il à inscrire? Ah ouais. Au moment où les gens ont commencé à parler de 11 millions, comme disait Chokwa, quelqu'un d'autre avait déjà lancé une opération un an avant de 15 millions. tout à Sur fait. quelle base? Ce que je veux vous dire, c'est que nous avons gagné la bataille d'extraire les élections d'entre les mains du MINAT. Nous avons gagné la bataille de faire supprimer le fichier du MINAT. Le nouveau fichier a été ouvert le 3 octobre 2012. C'était la refonte. D'accord. Elle a eu lieu pendant 10 mois. Elle s'est terminée le 2 juillet 2013 avec 5 481 226 inscrits. Et c'est avec ce nombre-là que nous sommes allés aux élections législatives et municipales de 2013. D'accord, monsieur Limbilo. Donc, on vous a nous suivi le avons temps. travaillé. Gagnons du Le temps. débat sur les inscriptions, le nombre des inscriptions est un débat du passé. D'accord. Parce qu'il n'existe pas au Cameroun, comme j'ai entendu le professeur Claude Abel le dire, qu'on a démontré qu'il existe au moins 13 millions de personnes à inscrire. Qui a fait cette démonstration? On va prendre une transition rapidement et puis on revient. Transition. À quoi ressemble aujourd'hui la ville de Douala? Cette question plus ou moins épineuse ne la posez surtout pas aux Doualais. Toutes les réponses ou alors toutes les réponses seront sans détour et à la limite insultantes. Et l'homme qui semble bien payer les frais d'une ville qui ne cesse de tomber en désuétude, c'est bien le délégué du gouvernement auprès de la communauté urbaine de Douala, Fris Ntoné. Sur qui, pense-t-on, le sort de Douala repose. Certaines langues ne cessent d'ailleurs de lui attribuer tous les noms d'oiseaux. À chacun, je vais poser la question. Je vais poser la question. Comment trouvez-vous la ville de Douala aujourd'hui? D'abord, Thierry Yopé.
Vous n'êtes pas quand même passé au garage cette semaine parce que... Il a la voiture. Il a la voiture, vous nous dites. Bon, donc voilà, il va répondre. Thierry Nyopé, allez-y. Comment trouvez-vous la ville de Douala aujourd'hui? C'est quand même vrai que j'ai une voiture, bon, mais il est clair que la ville de Douala fait de la peine. Elle ressemble à une ville d'après-guerre. Même la Côte d'Ivoire qui sortait d'un conflit post-électoral avec toutes les destructions qu'on a pu constater était mieux bâtie que la ville, en fait que le Cameroun, de manière holiste, et que la ville de Douala par rapport à Abidjan ressemble en réalité d'aucuns disent de jour et la nuit, mais notre ville ressemble à une ville d'après-guerre. C'est comme si il y a eu plusieurs années de guerre au Cameroun qui ont, surtout à Douala, qui ont entraîné un délabrement assez avancé de nos routes, de nos infrastructures routières pour rester au niveau des routes, parce qu'ailleurs, le problème existe également, si vous prenez le cas de la santé, pareil, mais pour rester au niveau des routes, nos routes, en réalité, font mal, hein. Parce que quand vous sortez le matin pour vous rendre au bureau, vous mettez plus de temps en route, pas à cause des embouteillages réellement, pas parce qu'il y a un nombre assez élevé d'usagers de la route, mais c'est simplement parce que à cause de l'état de dégradation extrêmement avancé, l'on est parfois obligé de rouler à pas de tortue, parfois obligé de prendre du temps pour traverser des nids de poules, ce qui occasionne des bouchons interminables. En réalité, voilà le décor de la ville de Douala. Quand bien même on essaie de le faire, je l'ai vu du côté de la Socaver, c'est quelque part ici à Douala, du côté, c'est un quartier périphérique de la ville de Douala. C'est une route qu'on a réhabilitée, on parle d'entretien curatif avec la communauté urbaine de Douala, mais moins d'un mois et demi plus tard, cet endroit a été plus dégarni qu'au moment de sa réhabilitation par les éléments de la communauté urbaine. On ne comprend pas ce qui s'est passé, ou en réhabilitant, ou en faisant un entretien curatif, ils ont plutôt détruit la couche de roulement. On n'a pas compris ce qui se passe, mais c'est très grave. C'est très grave. Quoi? Disons, la situation que décrit mon confrère Thierry Nyopé risque encore de s'aggraver dans les jours à venir, et même des mois et des années à venir, parce que le délégué du gouvernement, Fritz Tonnet, vient justement de déclarer que la trésorerie, la communauté urbaine, ne dispose pas suffisamment d'argent pour poursuivre tous les chantiers en cours. Voilà la CAN 2019 qui arrive, mais il se trouve que justement ces infrastructures routières, dans les caisses de trésorerie, il a annoncé donc une tension de trésorerie qui ne permettent pas de pouvoir poursuivre ces chantiers jusqu'à un bon terme. Mais il faut reconnaître quand même qu'il y a des années passées, qu'il a pu quand même faire poser des pavés dans certaines routes secondaires. Je pense que tout le monde ici sur le plateau peut l'observer, qu'il y a quand même dans certaines routes secondaires ou qui ont bénéficié des pavés. C'est des choses que nous observons, monsieur Lambélé. Nous sommes journalistes, nous observons. Autant nous pouvons observer et apprécier ce qui est fait, autant nous pouvons critiquer ce qui est insuffisant. D'accord. Jean-Marie. Oui. Moi, j'habite le 3e arrondissement de la ville de Douala. Je vous promets que pour arriver tous les matins au boulot, c'est un calvaire, un véritable calvaire, parce que quittant seulement de Yassapo, arrivant de Cotilly, j'ai compté dernièrement, c'était 32 nids de poules. Bon, quand je dis nids, donc tas de nids. Parce que bon, tu trouves carrément des tas de nids. Et moi, j'ai été impressionné par l'annonce du délégué du gouvernement qui nous annonce qu'il y a tension de trésorerie. Et pourtant, on était invité au dernier conseil, grand conseil, où on annonçait plutôt un excédent budgétaire. C'est pour ça que j'ai dit qu'il y a des curiosités au Cameroun. Parfois, moi, je ne suis pas économiste, je ne comprends pas souvent très bien les chiffres. Je n'aime même pas souvent être copain des chiffres, mais je pense qu'à un moment, il faut qu'on arrête quand même de se moquer de la population. Et moi, je vois des gens... J'ai fait, monsieur Eboulé qui parlait de mobilisation, j'ai essayé de discuter avec 2 ou 3 personnes, disaient que mais est-ce que si on part à la mairie pour demander au maire de faire quelque chose, vous allez m'accompagner? Ils ont dit oui. Ils ont même pris mon numéro. C'est moi qui n'ai pas eu le temps de les accompagner. Mais on va le faire la semaine prochaine. Parce que 10 personnes qui sont déjà en collectif, parce que là, il y a un enfant l'autre jour qui a eu un accident grave, pas parce que
le monsieur roulait mal, mais le chauffeur a voulu esquiver une route. Et cet enfant peut-être va être amputé, va être handicapé à cause d'un nid de poule. Moi, je pense qu'à un moment, il faut quand même que les gens prennent leurs responsabilités. Quand on voit comme ça que ça dure des années, on se rend compte qu'il n'y a plus de solution au niveau de la communauté urbaine. Et la communauté urbaine nous annonce même qu'il n'y aura même pas de solution parce qu'il y a des tensions de trésorerie. Donc, prenons les choses à main et faisons en sorte que ça puisse être résolu nous-mêmes. Oui, ça nous revient pratiquement au premier thème de l'émission, c'est-à-dire que les incongruités de notre démocratie. Voyez-vous, un homme qui est nommé par le chef de l'État n'a pas de compte à rendre aux populations. Tout commence par là. Il n'a aucun compte à nous rendre. Et ceci étant, je ne peux pas comprendre comment un individu puisse venir à la télé parler de 60 milliards. Nous vivons à Douala, moi j'habite au PK21. Quand vous arrivez au niveau du PK14, écoutez, vraiment, les images qu'on diffuse. J'ai dit, et maintenant, en fin d'exercice budgétaire, ils vous parlent d'excédent. Ils ont travaillé où? Donc ça revient au problème du renouvellement de la classe dirigeante dans ce pays, du renouvellement des personnes. On ne peut pas se plaindre d'un individu tout le temps et tout le temps ça ne bouge pas. Ce n'est pas possible. On se plaint du délégué du gouvernement, on se plaint des maires d'arrondissement. Nous avions même d'ailleurs fait une proposition en disant qu'il serait bon que le prochain pouvoir qui arrive, que les gens aient des niveaux moyens de compréhension pour pouvoir postuler à certains postes. Parce qu'on ne peut pas comprendre ce que fait un médecin, à la communauté urbaine, qu'il aille à l'hôpital soigner les malades, bon sang. L'État a gaspillé de l'argent pour former un médecin, pour l'envoyer à la communauté urbaine, alors qu'il y a pénurie de médecins, qu'il aille là-bas. Il devient le médecin de la ville. Les médecins de la ville, ça se voit comment ils soignent. Avant de passer la c'est pas possible, on peut pas, c'est pas tolérable. À M. Limbilobert. M. Limbilobert, je crois que vous êtes bien au courant de ce qui s'est passé à Logbesu cette semaine, avec le déversement des déchets toxiques. Mais pour avoir une idée vraiment et faire votre double commentaire, je vais vous passer le reportage d'un confrère qui s'est rendu là-bas, je crois que c'était hier, c'était vendredi, et voilà ce qu'il a recueilli comme information au niveau de ce problème assez sérieux, il faut le dire. L'inquiétude persiste au quartier Logbesu dans l'arrondissement de Douala 5e suite au déversement d'une substance toxique au lieu d'une mosquée. Après le passage des autorités administratives sur le site, l'action menée n'a jusqu'ici consisté qu'à libérer le passage obstrué. Les séquelles laissées par cette sorte de boue sont manifestes sur des herbes qui ont fané à coup sûr. Le produit ramassé par des riverains n'a pu être reversé que dans un ravin par lequel transite le torrent pour des points d'eau très fréquentés. La crainte des populations est donc perceptible. Nous sommes en danger, on respire, même là où vous êtes là, est-ce que vous respirez? L'air est déjà pollué à ce niveau et il y a les tout petits enfants, ils ont déversé ça comme ça, il y a des gens qui habitent plus bas et il y a une eau là qu'on appelle le minkek. Donc et les gens s'en servent pour manger et boire. L'homme qui aurait versé la substance est dès lors introuvable. Le monsieur qui a versé le produit, il semblait que c'est le président du comité du développement, soi-disant de Minkek, donc du quartier. Il habite le quartier. Depuis, je ne le vois plus. Il est porté disparu. Bon, disons, quand je l'appelle, on me dit qu'il est à la gendarmerie. Il va à la gendarmerie. Ce n'est que le motoboy que j'ai trouvé sur place. Bon, je ne peux pas déterminer. Pour les habitants de cette zone, la quiétude ne reviendra qu'après un long processus. Pour le moment, il serait souhaitable qu'on vidange d'abord ici et qu'il fasse la dépollution du site par les structures agréées. Parce que nous devons dépolluer ce site prioritairement. Et après les analyses, selon la classification du produit, s'il est vraiment toxique, toutes les populations environnantes doivent faire des visites systématiques pour voir le degré de toxicité, ceux qui sont atteints et ceux qui ne sont pas atteints. Un rappel, dans la nuit du 12 au 13 septembre dernier, un camion en provenance de Bafoussam a échoué au quartier Logbesu. Sa cargaison de matière toxique déversée dans la nature présente des répercussions sur la santé des habitants de cette localité. Pour une si longue distance parcourue, l'on s'interroge sur le rôle véritable des contrôles routiers sur les axes au Cameroun. Bon, voilà. Monsieur Limbilobert, il paraît que l'adjoint au maire de Douala 5e était sur les lieux.
Vous êtes au courant? Kiari? Oui. J'ai rencontré le maire hier. Évidemment, nous en avons discuté sommairement. Le problème n'est pas que le maire soit descendu sur le terrain. Ce qui se passe est révélateur de beaucoup de malaise. Absolument. Beaucoup de malaise. Premièrement, ces déchets ne sont pas produits dans la ville de Douala. Ils sont produits à Bafoussam. D'où vient-il que des déchets produits à Bafoussam, que des gens aient l'idée de transporter ces déchets pour aller les déverser dans d'autres villes? Ça rend compte de l'idée, de la nature du patriotisme que nous avons. Ceux qui ont choisi l'Ogbessou, Douala 5 pour venir déverser cette boue-là. Je suis en droit, moi je suis un élu de Douala 5. Je suis en droit de me demander si ils aiment la commune de Douala 5. Si ils la chérissent. Parce que l'idée que j'enlève la saleté chez moi pour aller la déverser chez l'autre rend compte du mépris que j'ai de l'habitat de l'autre, de la maison de l'autre, du quartier de l'autre. C'est pour ça qu'il est indispensable de revoir la façon d'investir les élus locaux. Parce que ce que nous observons, vous avez fait une grande critique de la ville de Douala. Mais ce que nous observons, c'est que, et je l'ai dit tantôt, les fonctions de conseiller municipal, de maire, sont prises par les acteurs politiques, pas comme des occasions pour modifier le cours des événements des localités où ils habitent, mais comme des sinécures, des endroits où on vient gagner de l'argent. Peu importe la qualité de la vie dans les localités, peu importe. Ce sont ces conseillers municipaux, ce sont ces grands conseillers à la communauté urbaine qui doivent participer à l'élaboration du budget de la communauté urbaine. Chacun, vous savez comment les conseillers à la communauté urbaine sont désignés? La loi prévoit, la loi prévoit que chaque conseil municipal choisit 5 personnes. 5, tout à fait. On le sait, on ne va pas. Les 5 personnes-là sont-elles choisies de manière à être capables de participer à l'élaboration du budget de façon efficace au profit de la collectivité qui les a désignés? L'expérience montre que c'est non. Moralité, vous avez un budget qui est élaboré, mais qui parfois n'est pas au profit de certaines collectivités. Ça, c'est une chose. Une autre est qu'il est temps de poser le problème de la citoyenneté des gens dans la ville de Douala. Il est vrai, c'est facile, que quand ça ne marche pas, on finit par interpeller l'autorité. Mais la question de la ville de Douala, je vous assure, qu'on enlève un tonnet, qu'on mette n'importe qui, même un conseiller de l'opposition, il ne fera rien de la ville de Douala. Elle va continuer à se dégrader. Parce que la situation de la ville implique parce qu'on ne voit même pas une volonté. Une politique globale. Il n'y a pas de volonté pour dire que ça n'a pas marché. Non, je ne me situe pas dans les jugements de valeur. Je dis simplement que nous sommes devant une nécessité d'une politique globale. Parce que... Vous chutez, M. Limbilobel. Quand vous prenez l'un des meilleurs boulevards de la ville, qui vient d'être reconstruit, Boulevard de la Nation, qui part du passage à niveau de New Ben, ancienne pharmacie de New Ben, jusqu'à ici. Parce que c'est ce boulevard qui passe, voilà, qui passe à ABC et qui continue. C'est le boulevard le plus embouteillé, l'un des boulevards les plus embouteillés de la ville. Ce n'est pas parce que les routes sont gâtées. Vous ne pouvez pas circuler de ABC jusqu'à New Bell, à l'ancienne pharmacie de New Bell. Au moment où nous parlons, vous ne pouvez pas circuler. Une voiture, une ambulance ne peut pas passer.
Pas parce que la route est gâtée, elle n'est gâtée nulle part. Si, Elle au est- niveau de la gendarmerie, monsieur. Quelle gendarmerie? La gendarmerie de Kololou. De Kololou. Elle est Ok. également détournée. Admettons donc, ce n'est pas au niveau de la gendarmerie qu'il y a les boulots. Passons de la gendarmerie au marché central. Mais justement, parce On que ne les peut gens, pas s'y- les gens, Ne me coupe pas. Parce que je voudrais interpeller ce que Onambélé ne cesse de dire. La responsabilité des gens. On va couper, monsieur Tous Limbilo. ceux qui font le choix On va couper, d'utiliser la voie publique Oui. comme d'aller lieu les de commerce, On doit ils savent interdire. qu'ils violent la loi. 2, ils sont soutenus par des élus locaux Ok. qui pensent que si on leur dit de déguerpir, eh bien, ils vont perdre des électorats. D'accord. Ce sont ces perversions. On a compris, on va mettre un terme. On est obligé. Au-delà de On est cela, obligé. ils perçoivent quand même des taxes et impôts à ce niveau. Merci Thierry Nyopé, merci à vous Rodrigue Tchokwa, merci à vous Jean-Marie Onambélé, merci à vous Limbilo Be, merci également à Hervé Boulet. Mesdames, messieurs, passez un très très bon week-end.